Hello Joanne, Salut, tu vas bien? très bien, merci. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui ce que tu penses de l'hypersensibilité? C'est un terme qui est assez large et finalement il n'y a pas de critères assez fixes pour définir qui est hypersensible ou pas. Donc on navigue un peu à vue parce que même la même personne en réalité, même selon les domaines de son existence, peut être hypersensible parce que c'est un sujet vraiment qui lui tient à cœur ou qui vient toucher à un traumatisme passé, ou dans une certaine période de ta vie tu peux être hypersensible et puis après tu traverses ça. Donc c'est vraiment très large et même pour les personnes concernées, c'est dur de savoir est-ce que je suis hypersensible ou est-ce que je ne le suis pas. Tu peux avoir beaucoup d'émotions devant des situations différentes. C'est pas pour autant de l'hypersensibilité. J'ai l'impression que ce mot il est connoté assez négativement, alors qu'on a tous des situations où les émotions vont être plus vives que d'autres. Et c'est juste que ces situations diffèrent. Mais il est connoté il est attaché avec de la fragilité et de la vulnérabilité. Donc du coup, personne n'accepte ça aussi. On n'a pas envie de se définir comme étant fragile et vulnérable. Maintenant, pour moi, je mettrais plus le mot intensité. Ça veut dire que toutes les émotions que tu vas vivre et expérimenter sont plus intenses. Parce que quand on parle d'hypersensibilité, ça va dans les deux sens. C'est les émotions qui sont négatives, mais aussi les positives. Tu peux ressentir énormément de joie très facilement parce que tu es sensible à la joie aussi. Et comment faire pour ces personnes qui vivent leurs émotions très intensément? Parce que justement, on peut parfois se sentir totalement débordé par une émotion, c'est souvent une émotion lourde qui surgit. Clairement, déjà, c'est épuisant. Ça, il faut le dire. Parce que si tu es hypersensible, quasiment toutes les situations vont te challenger. Et tu vas avoir des pics émotionnels tout le long de la journée. Donc déjà, ça consomme énormément d'énergie. Et la première chose à faire, c'est toujours le même processus. C'est déjà de l'observer, de ne pas tourner la tête sur ça. Et deuxième étape, de l'accepter. Parce que ça voudra dire aussi que quelque part, tu es obligé de prendre des décisions et de poser des actions en tenant compte de ta sensibilité, en tenant compte que je ne peux pas m'exposer au cours de la journée à 5 situations challengeantes parce que je vais finir ma journée complètement épuisé. Donc je suis obligé de doser parce que je sais que tout ce que je vais vivre va être vécu avec intensité. Et est-ce que ça veut dire que les gens qui ont moins d'émotions vives sont moins intenses? Oui, ils ont moins d'émotions vives, il y a cette stabilité émotionnelle, c'est ça qu'on met en balance entre l'hypersensibilité et la stabilité. Après, ce qui va être intéressant, dans tous les cas, la stabilité émotionnelle, c'est toujours plus agréable à vivre que tous ces pics. Oui, c'est souvent des gens qui nous rassurent. Déjà, il y a ça, mais intérieurement, c'est beaucoup plus agréable et donc ça consomme aussi moins d'énergie. Maintenant, c'est à quel niveau ta stabilité se situe. Parce que tu as des gens qui sont très stables dans la peur. Et ils ont très peu de moments où ils expérimentent de la joie, de la confiance en eux. Ils sont stables dans cette émotion-là. Il y a des gens qui sont stables dans une espèce de neutralité. Ils ne sont pas trop joyeux, pas trop tristes, c'est juste, c'est neutre. Donc déjà, la stabilité, entre guillemets, est plus simple et plus agréable à vivre. Et ensuite, tu vas travailler sur quelle est ton émotion majeure qui est collée à cette stabilité. Si c'est un état de paix ou de plénitude, la stabilité, là, c'est génial. Et pourquoi tout ce qui est lié à la sensibilité, l'hypersensibilité, la vulnérabilité, c'est souvent vu comme une faiblesse, une fragilité? C'est surtout lié à notre environnement. On vit aujourd'hui dans un monde de compétition. Ce qui veut dire que dans la compétition, celui qui est fragile, c'est souvent celui qui perd. Donc, dans tous les cas, ça va pousser les autres, et on le voit d'ailleurs avec ce développement du mindset, il faut avoir un mental plus dur, parce qu'il faut gagner, il ne faut pas pleurer, il faut continuer à avancer, il faut prendre sur soi. C'est en réalité ça qui contrebalance, c'est le fait qu'on a besoin de gagner. Donc c'est l'environnement qui crée que la fragilité va te mettre à l'écart et va te mettre dans les derniers de la classe. Et c'est cet environnement qui a encouragé cette idée de force mentale? Ouais. Complètement, c'est la force mentale, parce que quoi que dans ce monde-là, en tout cas occidental, quoi que tu fasses, tu es en compétition avec les autres et le but c'est de gagner. Donc si tu arrives à conditionner ton mental pour toujours faire plus, et peut-être des fois même malheureusement au passage écraser les autres pour avoir la première place, ça va être encouragé. Et pourquoi c'est encouragé? C'est parce qu'on donne des médailles à ceux qui gagnent. C'est récompensé par de l'argent, de l'amour, de la reconnaissance, un meilleur statut social quand tu gagnes.
Après, la force mentale, tu peux aussi te conditionner à avoir des pensées d'abondance ou des pensées positives, et dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Oui, mais cette force mentale-là, en fait, ça doit être que ton outil quand déjà intérieurement tu es aligné, quand déjà tu as la garantie que tu es sur le bon chemin. Parce que te pousser plus loin sur le mauvais chemin, c'est ça qui va mener au burn-out. Si tu regardes tous les cas de burn-out, c'est des gens qui ont une grosse force mentale. Parce que s'ils n'avaient pas une grosse force mentale, ils auraient arrêté avant, en réalité. Et c'est leur force mentale et leur capacité à endurer les choses qui les a amenés à dépasser leurs limites jusqu'à ce qu'on arrive à un effondrement psychologique et physique. Donc il faut s'assurer que ton mental soit bien ton outil qui est au service de ta mission et pas l'inverse. Et pour les personnalités qui sont très intenses, comment faire pour mieux vivre ces émotions, qui peuvent être très fortes, et bien orienter sa force mentale, avoir un joli équilibre entre les deux et être aussi en paix avec sa vulnérabilité qui, de le fait, sera un peu plus importante. Je pense que le chemin aussi que tu choisis et ce que tu choisis d'expérimenter va déjà résoudre la plupart des problèmes. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, tu vas tellement être exposé à des situations challengeantes et il va y avoir tellement d'émotions qui sont lourdes que ça te pousse à l'effondrement. Donc tu vas être obligé de réajuster régulièrement. Qui dit intensité veut dire que tes expériences vont être intenses, ce qui veut dire que tes réactions et comment tu sors de là va être intense aussi. Ça veut dire que des fois, tu vas être obligé de couper court avec des relations, changer de travail, changer de pays, changer d'environnement ou quoi, parce que tout est intense et tu ne peux pas supporter juste d'être ici. Ce qui est au fond toujours une bonne chose, parce que ça veut dire que tu as accès à l'information plus rapidement et tu ne peux pas la nier. Ok, et pour le coup, comment on fait peut-être pour diminuer l'importance que l'on donne à sa force mentale et arriver à davantage s'écouter et moins y aller seulement au mental? Il faut écouter le mental parce qu'il donne de l'information. Il ne faut pas tourner la tête à chaque fois que je capte une pensée qui ne me convient pas. Par contre, la limite, c'est ne pas s'identifier à ce que le mental raconte en permanence. C'est-à-dire de remettre la pensée à son niveau, c'est-à-dire c'est juste une pensée, c'est juste un nuage qui passe, de l'observer et de voir que si vraiment c'est récurrent, ça va devenir autre chose et ça va demander plus d'intérêt. Mais ne pas analyser toutes ces pensées, ne pas les prendre comme vérité absolue, premier point, et surtout ne pas s'identifier. Tu n'es pas profondément ce que tu penses, tu es l'observateur de ces pensées. Et est-ce que par contre on est profondément ce que l'on ressent? Et dans ce cas-là, on ne peut pas fuir l'identification à ces émotions? Pas totalement non plus. Ce que tu ressens, par contre, te donne encore de l'information plus intensément, parce que s'il y a de l'émotion derrière la pensée, si la pensée entraîne une émotion, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dedans. Avec l'effet de miroir, que ce soit ma situation, ce que l'autre me renvoie ou quoi, mais il y a quelque chose à observer dedans. Mais encore une fois, c'est que de l'information. Ça ne veut pas dire que tu es ça. C'est pour ça que par exemple, les gens qui se mettent souvent en colère quand ils disent « je suis colérique », ça veut dire qu'ils se sont identifiés à cette émotion-là. Alors que si tu prends le recul, tu pourras dire « j'ai des réactions de colère dans certaines situations ». Déjà, rien que de l'exprimer comme ça, tu opères un détachement. Mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas ça. Et donc, si tu n'es pas tout ce que te raconte ton mental, et si tu n'es pas que ce que tu ressens, qu'est-ce que tu es? Tu es quelque chose de beaucoup plus profond qui ne peut pas s'expliquer, qui n'a pas une logique comme ça de construction. C'est au contraire l'inverse. C'est lorsque tu vas déconstruire tout ce que tu crois être, que tu vas pouvoir mettre la lumière sur ce que tu es profondément. Et c'est une expérience concrète. Ce n'est pas au niveau de la croyance, même si tu lis un livre où on te dit tu es ça et profondément tu es l'univers et tu es uni à l'univers. Tant que tu ne l'as pas vécu, c'est juste une croyance, pareil, c'est juste une pensée et c'est juste une émotion derrière. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Ok, ça sera l'objet de notre discussion. Ouais. Merci Joël. Merci à toi.